Gouvernement sur la suite à donner aux différents rapports sur la gestion des deniers publics. Moustapha Sarré, dès le début de cette édition, pas question de mettre la pression sur la justice, déclare-t-il. Le silence de l'APR de Macky Sall, la parole à des experts pour analyser l'attitude de l'Alliance pour la République devenue aphone depuis sa défaite à la dernière présidentielle. Les saisies de drogue se multiplient au Sénégal. Focus ce midi sur l'amphétamine que des trafiquants ont tenté de faire passer à l'aéroport Blaise Diagne de Diass. La Casamance, il y a un an, la faction de Diaka a déposé les armes. Que deviennent les ex-combattants? À suivre la correspondance de Lamine Ba, notre correspondant à Ziguinchor. Le début des plaidoiries dans le procès du massacre du 28 septembre en Guinée, le journal international, ce sera avec Fama Dione. Les sports, rendez-vous avec Sodetiam, foot, lutte, basket et beach soccer. La rubrique point de vue, le début des rotations du BRT, la mobilité urbaine à Dakar, la question du jour, à 48 heures de la mise en service du bus rapide de transit. C'est le grand journal, bienvenue, bonjour à tous. La réaction du porte-parole du gouvernement suite à la publication de plusieurs rapports sur la gestion des deniers publics, notamment la gestion de cet argent public sous Macky Sall. Vous allez l'entendre, Moustapha Sarré, joint par RFM tout à l'heure. Pour lui, le gouvernement laisse le soin à la justice de faire son travail sans pression. Il s'entretient avec Mohamed Ali Mouba. Avec le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est de commanditer des audits et laisser le soin maintenant à la justice de faire son travail. Nous croyons ferme que notre justice peut être indépendante, elle le sera, Inch'Allah. Et aujourd'hui, c'est à la justice de voir quelle suite donner à ces rapports qui sont sortis par les institutions de la République. Est-ce que des ordres de poursuite ont été donnés au procureur de la République pour le faire? À mon niveau, à ce que je sache, aucun ordre a été donné. À ce que je sache, je dis bien. Donc, nous allons laisser à la justice de faire son travail et si jamais le procureur juge nécessaire de poursuivre des personnes pour faute grave, il le fera, Inch'Allah. On voit dans les rapports, il y a eu des recommandations d'ouverture d'informations judiciaires. Normalement, ça devrait aller vite, non? Certainement. La justice, en tout cas, il n'y aura aucune entrave dans le fonctionnement de la justice. Si celle-ci considère qu'il y aura des poursuites à l'endroit de certaines personnes qui ont eu des écarts dans la gestion des deniers publics, rassurez-vous, il y aura ces poursuites-là. Plusieurs personnalités de l'ancien régime épinglées, comme il se dit souvent, par ces différentes enquêtes. Le parti de Macky Sall, l'Alliance pour la République, devenue aphone depuis sa défaite à la présidentielle du 24 mars 2024. Des analystes politiques décortiquent l'attitude de l'APR. Pourquoi? Alors pourquoi ce silence? Boubacar Dieng. Ce silence de l'Alliance pour la République, qui pourrait être qualifié de léthargie, est dû à un manque de structuration de l'ancien parti au pouvoir. C'est du moins l'avis de Demba Gueye, analyste politique. Si un parti n'est pas structuré, il est extrêmement difficile aujourd'hui pour trouver quelqu'un qui parle au nom de l'APR. Vous voyez qu'ils se sont rabattus sur Abdoumbo, qui est le président du groupe parlementaire, qui n'est pas le porte-parole de l'APR, qui n'est pas la personnalité habilité à parler au nom de l'APR. Donc le problème de l'APR, c'est un problème de structuration. Contrairement au PDS, contrairement même au PS aujourd'hui, le PS est beaucoup mieux organisé que l'APR. Tous les autres partis, tous les anciens partis sont mieux organisés que l'APR parce que tout simplement l'APR n'est pas structuré. Et c'est voilà pourquoi l'APR a des difficultés pour participer au débat politique et au débat national. Un autre analyste, Abdoulaye Mbow, estime plutôt que l'Alliance pour la République tente de se remettre du chaos pris lors de la dernière présidentielle, mais le journaliste prédit une difficile restructuration de l'ancien parti au pouvoir. Mais l'APR, par rapport à ce qu'elle est comme formation, par rapport à sa non-structuration, bon Dieu, va en tout cas
pour se réveiller de sa torpeur, ce sera très difficile. Donc, je crois bien qu'avec un secrétaire général qui est loin et qui sert véritablement à notre pays, voyez-vous, c'est autant de problèmes, c'est autant de difficultés. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est le patron de Dakar, qui est le patron de Saint-Louis, qui est le patron de Kaolack. Donc, de ce point de vue, il sera difficile de mettre une personnalité politique en avant, parce que l'APR a toujours été un parti avec un seul leader entouré d'un conglomérat de responsables. Et c'est une réalité aujourd'hui qui les a rattrapés. La coalition Benno Bokk Yakaar, dont fait partie l'APR, est arrivée deuxième lors de la présidentielle de mars 2024, ce qui confère à son candidat le statut de chef de l'opposition. Demba Gueye pense qu'il faut accélérer la cadence pour la redynamisation. Par des activités ou bien par la au débat national, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc cette posture n'arrange pas du tout l'APR. L'APR doit trouver rapidement les solutions nécessaires et la seule solution aujourd'hui c'est de se structurer, c'est de trouver une personnalité qui puisse parler au nom de tout le parti et de commencer à participer au débat national. Sans quoi les militants de l'APR et les cadres de l'APR vont commencer à quitter le navire. Il y en a qui l'avaient quitté avant les élections, mais d'autres vont commencer encore à quitter le navire parce que le silence n'arrange aucun parti politique. Un parti politique doit rester dynamique. Dans l'émission Grand Jury de ce dimanche, l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, annonce un probable retour du président de l'Alliance pour la République, Macky Sall, pour être la tête de liste lors des prochaines législative. Et merci d'écouter le grand journal sur RFM. Il est midi passé de 7 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Au lendemain de la saisie par les douaniers de l'aéroport Blaise Diagne de Diass de 500 grammes d'amphétamine. Nous faisons focus ce midi sur cette drogue dure. Et pourtant, à la base, c'est un médicament. Mais il a été détourné de son usage. Alors, une fois la dépendance installée, c'est l'addiction. Les précisions d'Awambay. Les amphétamines sont des médicaments utilisés en psychiatrie. Elles sont indiquées dans la prise en charge de l'hyperactivité selon le docteur Daouda Ndiaye, pharmacien à l'hôpital Fann. Les amphétamines, effectivement, sont classées au niveau des drogues et que ce sont des médicaments qui sont autorisés, bien sûr, dans le traitement des troubles de l'hyperactivité. C'est-à-dire, ce sont des médicaments qui sont utilisés, ici chez nous, au niveau de la psychiatrie. Mais ces médicaments sont détournés de leur usage thérapeutique parce qu'ils entraînent des effets secondaires qui attirent les consommateurs. Donc les effets dépendent également de leur consommation. Donc lorsqu'ils sont détournés de leur usage, ils apportent un effet euphorisant carrément ou stimulant. Ça peut même augmenter la vigilance, la confiance en soi et bien sûr la concentration, également la capacité de travail. Elle peut même diminuer les besoins du sommeil. Les amphétamines sont donc considérées comme une drogue et la prise répétée sur un rythme régulier entraîne une addiction, selon le spécialiste en pharmacie, le docteur Daouda Ndiaye. La dépendance est là, donc la personne ne peut plus s'en passer et peut utiliser tous les moyens pour s'en procurer. Ces amphétamines ne peuvent être délivrées que sur prescription médicale, mais aujourd'hui, les consommateurs se les procurent à travers un circuit illégal et font l'objet de saisies. Cette drogue qui a été saisie, l'amphétamine, hier à l'aéroport Blaise Diagne de Diass, était cachée dans un colis express en provenance d'un pays asiatique. L'immigration clandestine, le quartier de Tefes-Sambour décimé par le départ de beaucoup de ces jeunes et beaucoup ont péri en mer. Alors, les notables de Tefes disent stop. Désormais, plus question de laisser les convoyeurs embarquer les jeunes du quartier, disent-ils. Ndaïmati Dieng. C'est la sanction qu'il propose pour les convoyeurs des pirogues clandestines. Ces habitants de Tefes, un quartier très touché par l'immigration irrégulière, comptent désormais dénoncer tous les organisateurs de ces voyages périlleux. Ousseynou Ndoye, délégué du quartier Tefes. Si j'étais l'État, les convoyeurs qui organisent ces phénomènes-là, si on les prend, on doit les condamner à vie. Le receleur qui est entre le convoyeur et les participants, 40 à 50 ans de prison. Si on applique ça, dans 6
mois, on ne voit plus une pirogue quitter ici pour partir. Ils ont formé des groupes de surveillance des plages, en plus de miser sur la sensibilisation des jeunes qui pensent que leur réussite se trouve en Europe. Des gens motivés, ils passent toute la nuit dans la côte à regarder, à surveiller ceux qui sont en train de préparer leur pirogue, ceux qui sont en train de partir. Mais notre principal souci, un civil ne peut pas condamner un civil. Donc si nous dotons des moyens qui permettent de nous secourir à temps réel, on a les moyens d'arrêter ça, ce fléau. Kourelgui, c'est ainsi que s'appelle leur organisation. Les membres de cette association invitent les autres régions du Sénégal, plus particulièrement les points de départ, à adopter la même stratégie. Ces habitants de Tefes invitent aussi l'État du Sénégal à accélérer la mise en œuvre de sa politique d'emploi des jeunes pour les motiver à rester au pays. Deymati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. L'insertion sociale dans ces membres du mouvement des forces démocratiques de Casamance, ce qui nous amène à parler de cet anniversaire dans ce grand journal La Casamance, le processus de paix. Il y a un an, le 13 mai 2023, la branche du MFDC appelée Faction de Djakaï décidait de déposer les armes. Moment historique, des armes saisies ont été même brûlées symboliquement. Il était prévu ensuite des opérations de reconversion pour les ex-combattants de cette faction, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. RFM à Ziguinchor, Lamine Ba. Un acte symbolique mais significatif tenu sous la supervision des autorités administratives et des facilitateurs dans le processus de paix. Mais tout n'est pas reluisant à l'an 1 du dépôt des armes par la faction de Djakaï. Il faut noter qu'au-delà de cette faction qui a publiquement affiché sa position, les autres factions sont muettes sur la question du dépôt des armes. Le Front Sud, qui a entamé la dynamique presque au même moment que Djakaï, peine à parachever le processus. C'est parce que la machine est grippée par une forte résistance au dépôt des armes, option à laquelle a adhéré pourtant César Atoute Badiate à travers le dernier accord de Bissau, selon une source. Quant à Salif Sadio, le comité ad hoc s'était voulu prudent en ne parlant que de contacts établis avec le téméraire chef de guerre déjà déplumé d'une bonne partie de ses bases dans le Nord-Sindian. L'autre inconnu a trait à l'approche que les nouvelles autorités vont imprimer au dossier casamancé. Vont-elles revoir le dispositif actuel ou le maintenir? Dans le cas où le régime de Bassirou Diomaye Faye retiendrait la première option, l'avenir de l'amiral Farbassar et de ses équipes au comité ad hoc pourrait être reconsidéré. À l'inverse, ce serait une onction qui lui est servie à poursuivre dans la logique privilégiée jusqu'ici. Sur le chapitre du déminage, il importe de relever que les déclarations de bonnes intentions se heurtent à la question des moyens. Il faut y ajouter la réticence des bandes armées à la dépolition de certaines pistes qui donnent accès à leur position. Une impasse persistante à l'an 1 du dépôt des armes. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. C'est pénurie d'eau qui assoiffe le monde rural. À Kaffrine, dans la commune de Daruminam 2, 11 villages sont privés d'eau potable depuis 10 mois. Ça fait longtemps. Forage en panne. Les habitants ont perdu patience, alors ils ont déversé leur colère dans la rue. Une marche de protestation suivie pour nous par Ndeya Wabey. Visage crispé, seaux et bouteilles vides entre leurs mains, les habitants de Diaga-Kurserignang et les villages environnants de la commune de Daruminam 2 souffrent le martyre. Depuis des mois, l'eau ne coule plus des robinets. Nous rencontrons d'énormes difficultés car depuis presque 10 mois, les 11 villages de notre commune n'ont pas d'eau. On n'arrive même pas à cultiver normalement nos terres. Très fatigué, elle accuse Flexo d'être à l'origine de cette situation intenable avec la forte canicule qui sévit en ce moment dans la région de Kaffrine. Les responsables de la Flexo ont emporté les machines qui faisaient fonctionner le forage, ce qui a d'ailleurs causé cette panne. Et en plus, ils viennent couper les robinets avec cette forte chaleur. Munis de pancartes et de brassards rouges, les contestataires exigent le départ immédiat de Flexo. Nous exigeons le départ immédiat de Flexo à Diaga-Kurserignang parce qu'on n'a jamais eu cette panne auparavant. Et depuis que cette dernière a commencé à gérer notre forage, nous sommes dans des difficultés, ce qui est inadmissible. Nous n'allons pas payer les factures dans ces conditions. Les habitants de Diaga-Kurserignang attendent des autorités des solutions urgentes. Radio Futur Média. Une autre manifestation, les habitants de Ndiabifal dans la commune de Kébémer, l'enclavement de la localité, le Promoville, le programme de modernisation des villes avait prévu de construire une route de 3 km. Ce n'est pas fait. Les habitants accusent le maire d'avoir détourné le projet vers d'autres zones. Nafissatou Ndiaye.
Très en colère contre le maire de la commune de Kébémer, ces habitants du quartier périphérique Ndiabifal ont brandi des brassards rouges pour exprimer leur chagrin. Ils continuent d'exiger la matérialisation de la promesse de bitumage de la route qui mène à leur quartier, un vieil engagement pris par les responsables de Promoville. Sadou Fall porte leur parole. On faisait partie des sites de la commune de Kébémer choisis par le Promoville pour bénéficier de ce programme de construction de route bitumée. Le maire de la commune de Kébémer a complètement changé l'itinéraire du programme. Pire encore, il nous a omis complètement de ce projet. Cet enclavement a beaucoup de conséquences sur le quotidien des habitants du village natal de Mamcher Ibrahima Fall. L'insécurité totale, le vol de bétail, les agressions causées par un manque d'éclairage public. Nos élèves se fatiguent pour rallier le centre-ville en allant faire leurs études. Les femmes du village vivent aussi de réelles difficultés du fait de la mauvaise qualité de cette route. Les chauffeurs de taxi et même les charretiers ne veulent plus nous transporter jusqu'ici à cause du sable. À cela s'ajoute le manque de financement pour nous les femmes. Pour accoucher, il faut aller jusqu'à Kébémer. Vous voyez? Les habitants du quartier périphérique Ndiabifal émettent un appel de détresse. Ils interpellent les autorités étatiques et sollicitent l'implication des autorités religieuses à l'image du Khalif général des Mourides et celui des Baïfal pour diligenter le problème. Nafissatou Ndiaye, Kébémer, Radio Futur Média. Entre Ndiosmone et Palmarin, des villages redoutent un enclavement de leur localité qui pourrait être provoqué par la construction de l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack. L'infrastructure divise la zone en deux, ce qui pourrait rendre donc l'accès difficile. Aux 6 communes impactées, un collectif a été mis sur pied par les habitants qui ont tenu un sit-in pour réclamer des passerelles, des ponts. Un des porte-parole du collectif, Biram Sanou Bass. Ce que nous exigeons, c'est qu'il y ait à partir de ce pont où nous sommes un rond-point, c'est-à-dire un giratoire, un lieu où les populations habitant tout l'axe puissent entrer et sortir au sein de l'autoroute. Parce que les autorités doivent mesurer l'enjeu économique qui se trouve dans la zone. Mesurer également le poids démographique qui se réveille au niveau de cet axe. Déjà au sein de Diofior et Fimela, on est à plus de 100 000 habitants. Parlons pas même de Ndiosmone jusqu'à Palmarin en passant par les îles. Ce qui fait que la zone présente un enjeu économique. Et nous avons vu, nous, populations de l'axe, que si jamais l'autoroute surplombe l'axe sans pour autant qu'il y ait de descente ni d'entrée, et ça va enclaver la zone. Nous exigeons qu'il y ait un giratoire, c'est-à-dire un pont pour une entrée ou une sortie. Bon, nous, enjeu économique et ce qui développerait la zone surtout, ce serait le rond-point. Ce que nous exigeons, c'est le rond-point. Des propos recueillis par Aminata Goudiaby. Le BRT, dans 2 jours, mercredi 15 mai, le début de la mise en service progressive du bus rapide transit à Dakar. Réunion ce matin autour du ministre des Transports sur les questions sécuritaires liées à la circulation de ce nouveau moyen de transport à Dakar. Un point de presse est annoncé à la fin de la rencontre. RFM. L'actualité internationale. Un journal international présenté par Fama Dion. Bonjour. Bonjour Babacar, bonjour à tous. L'effondrement d'un immeuble en Afrique du Sud, 24 morts. Le bilan continue de s'alourdir sur le site d'un immeuble en construction qui s'est effondré il y a une semaine à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et les autorités ont annoncé lundi qu'il y avait désormais 24 morts et 28 personnes encore portées disparues à Wambaye. Les chances de retrouver des survivants parmi les disparus diminuent, et cela malgré la découverte réconfortante d'un miraculé samedi. 4 nouveaux corps ont été retrouvés cette nuit et ce lundi matin, selon les autorités municipales de Georges, sur la côte sud où s'est déroulé le drame. Au total, 29 personnes ont été secourues vivantes des décombres, dont un homme retrouvé samedi après avoir passé 116 heures enseveli sous les gravats. Depuis le drame, dont les circonstances demeurent mystérieuses, les équipes de secours travaillent sans relâche. Les autorités ont également promis lundi d'accélérer le processus d'identification des victimes pour aider les familles à faire le deuil. L'effondrement soudain de cet immeuble de 5 étages en construction destiné à abriter 42 appartements a eu lieu le 6 mai en début d'après-midi, alors que 81 personnes, principalement des ouvriers, étaient sur le site. Plus proche de nous, en Guinée, le début des plaidoiries dans le procès du massacre du 28 septembre. Ce sont les avocats des parties civiles qui ont ouvert le bal des plaidoiries.
Et d'après l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, 106 parties civiles ont défilé à la barre pour raconter le calvaire qu'elles ont vécu. Et ce n'est qu'après cette étape que les avocats de la défense vont présenter leurs arguments en faveur de leurs 11 clients, parmi lesquels l'ex-président de la junte, Moussa Dadis Camara, son aide de camp qui avait provoqué sa chute, Aboubakar Diakité, dit Toumba, et l'ancien ministre de la lutte antidrogue, Moussa Tchekboro Camara. En 2009, au moins 157 personnes étaient exécutées au stade du 28 septembre de Conakry durant un meeting contre la junte du capitaine Moussa Dadis Camara. La brouille diplomatique entre Niamey et Cotonou qui s'intensifie. Le Niger a annoncé hier dimanche qu'il garde sa frontière fermée avec le Bénin pour des raisons de sécurité. Le pays est prêt à rouvrir la frontière avec le Bénin lorsque nous aurons la certitude que notre territoire est en sécurité, a indiqué le Premier ministre Ali Lamine Zen au Moukalsoumli. Niamey a ouvertement accusé Cotonou d'avoir abrité des bases militaires françaises qui entraîneraient des membres de groupes armés terroristes censés l'attaquer. Selon le chef du gouvernement nigérien, le Niger gardera sa frontière fermée jusqu'à ce que le Bénin décide de traiter de cette question essentielle. La réaction du Premier ministre nigérien fait suite à la décision des autorités béninoises d'empêcher l'embarquement du pétrole brut nigérian à partir du port béninois de Sémé en réaction au refus du Niger de réouvrir sa frontière. Pour lui, cette décision des autorités béninoises viole plus d'une dizaine d'accords signés entre le Bénin, le Niger et la Chine dans le cadre de la construction de la mise en service du pipeline. À travers ce pipeline de près de 2000 km, le Niger a commencé à envoyer son pétrole brut au Bénin afin d'être vendu sur le marché international par la société chinoise CNPC, l'actionnaire principal. Niamey a dit avoir demandé à la partie chinoise de parler avec les autorités béninoises, espérant qu'une solution sera trouvée. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 contre le président Mohamed Bazoum, les relations sont tendues entre le Niger et le Bénin. En plus du maintien de la fermeture de la frontière, les nouvelles autorités nigériennes ont dénoncé l'accord militaire entre les deux pays. Et puis la guerre entre Israël et le Hamas pour terminer, les bombardements continuent dans la bande de Gaza, nous dit Serine Salusek. Les frappes et les opérations au sol israéliennes ne connaissent pas de répit dans la bande de Gaza. Plus de 7 mois après le début de la guerre qui a coûté la vie à plus de 35 000 Palestiniens selon le Hamas. Les plus grandes craintes internationales concernant aujourd'hui la ville de Rafah dans l'extrême sud de la bande de Gaza et les quelques 1,4 million de Palestiniens qui s'y entassent, en majorité déplacés par les bombardements destructeurs et les combats. Israël veut lancer une offensive terrestre à Rafah qu'il considère comme le dernier bastion du Hamas. Mais pour le secrétaire d'État américain dont le pays est hostile à un assaut majeur à Rafah, il restera toujours des milliers de membres armés du Hamas. Même avec une telle intervention, une offensive risquerait de créer le chaos et à terme un retour du Hamas, a-t-il affirmé sur la chaîne NBC. Et selon des correspondants de l'AFP et des témoins, les raids aériens israéliens ont visé plusieurs secteurs du territoire palestinien, dont Rafah. Voilà Babacar. Merci Famadion, le journal international. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le débat du jour, la mobilité à Dakar à 48 heures de la mise en service du BRT, le bus Rapid Transit. Avant, il y a eu le TR. Et toujours problème, les bouchons partout, en centre-ville, sur l'autoroute à péage, sur la route nationale. Débat avant la fin de ce grand journal. RFM Sport. Le journal des sports de Soda Thiam. Bonjour Soda. Bonjour Babacar Faye. Du beach soccer, Omar Ngala Silla a mis fin à sa collaboration avec la Fédération marocaine de foot. Le technicien sénégalais n'a pas accepté le poste de sélectionneur de la petite catégorie après 2 ans passés à la tête de la sélection A. L'ancien sélectionneur du Sénégal révèle d'ailleurs qu'il est en discussion avec l'Arabie Saoudite. Il s'est entretenu avec Youssouf Bodian. Pendant les 12 années passées à la tête de la sélection marocaine, Omar Ngala Silla a remporté les Jeux africains de la plage, le tournoi de la COSAFA et le tournoi international de Salvador,
Mais le technicien sénégalais a décidé de partir parce que, dit-il, le Maroc n'a pas respecté sa part du contrat. Je ne peux pas continuer avec le Maroc, d'autant plus qu'ils n'ont pas respecté le contrat parce qu'ils ont cherché un autre entraîneur sans m'avertir et après, par surprise, je l'ai entendu à la presse. Ils m'ont fait une proposition en gardant les avantages, voire même augmenter. Mais là, je n'étais pas du tout d'accord parce que pour moi, ce n'est pas la formation qui m'intéresse pour l'instant. Je suis un jeune entraîneur. J'ai des ambitions pour gagner une Coupe du Monde, que ce soit avec le Maroc ou bien avec d'autres pays, mais pas rester au niveau de la formation pour gérer les jeunes ou bien gérer les entraîneurs. Peut-être dans 10 ans, on ne sait jamais, je pourrais accepter une telle proposition. Depuis qu'il a décidé de quitter la sélection marocaine, Oman Ngalla Sylla est courtisé par plusieurs sélections. Je suis en contact avec d'autres sélections, mais je suis plus proche de l'Arabie Saoudite quand même. Ils ont fait des avancées, d'ailleurs même je dois me déplacer pour voir ces dirigeants-là. Et si on tombe d'accord, je pense que je vais aller en Arabie Saoudite. Et si on ne tombe pas d'accord, maintenant, je vais attendre d'autres propositions. Alors, aujourd'hui, le Sénégal est sans sélectionneur. Est-ce que la fédération vous a contacté? Non, pas encore. Le Sénégal ne m'a pas encore contacté. Bon, peut-être il y a des gens qui sont des milieux, qui ont parlé avec moi de mon retour, tout ça. Mais par rapport à un nouveau contrat, pas encore. Champion d'Afrique avec le Sénégal à 6 reprises, 3 en tant que joueur et 3 en tant que sélectionneur, Ngalla Sylla dit être ouvert à toute proposition de la Fédération sénégalaise de football. On quitte le foot de plage pour les stades de Ligue 1. C'est la suite aujourd'hui de la 23e journée du championnat du Sénégal de foot de Ligue 1, donc Soda. Avec Génération Foot qui accueille l'AS Pikine, ce sera au stade Lat Dior de Thiès à 17h. La même heure, le stade de Mbour reçoit le Jaraaf de Dakar au stade de Caroline Faye. L'objectif pour le club de la Médina, se rapprocher du leader Teungueth Football Club qui est à 8 longueurs. Les Rufisquois ont fait une bonne opération en remportant les 3 points de la victoire face au Casa Sport le week-end. Tout comme Dakar Sacré-Cœur, il a battu lourdement Guédiawaye Football Club pour accéder à la 3e marche du podium. On enchaîne Babacar avec les résultats du tirage au sort des 8e de finale de la Coupe du Sénégal. Les affiches ce sont Dakar Sacré-Cœur, Jaraaf de Dakar, Teungueth Football Club Seneps, Académie Ferru Foot AS Douane, Mbour Petite Côte Kaffrine. Et l'affiche phare, on va dire, le Casa Sport face à l'AS Pikine, Jal Diop Walidan de Thiès, que Major Jeanne d'Arc, Jamono Fatick, HLM Dakar. On enchaîne avec le basket. La conférence Sahara de la Basketball Africa League saison 4 a pris fin hier à la Dakar Arena. L'entraîneur de l'AS Douane, le club sénégalais qui représente notre pays dans cette compétition, ça passe pour l'AS Douane. Et l'entraîneur tire le bilan. Un bilan positif, même si l'AS Douane a validé son ticket pour le Final 8 à la dernière journée comme la saison précédente. Le technicien trouve que le niveau de la compétition est très relevé. Mamadou Gaïpadbi se penche désormais sur le deuxième objectif de la compétition. Je vous propose de l'écouter. L'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. C'était l'objectif en début de conférence, ce qui sera énormément difficile. Il ne faut pas se voir la passe. Tout le monde est content, tout le Sénégal est content après la qualification. Mais il faut reconnaître aussi que nous avons énormément de lacunes. Est-ce que nous aurons le temps aussi de progresser en l'espace de 2 voire 3 semaines? Peut-être, peut-être pas. On va essayer de voir si nous avons la possibilité de changer quelques joueurs pour avoir beaucoup plus d'apport sur le plan offensif. Je pense que ça devrait aller. Mais ce sera extrêmement difficile d'atteindre encore le niveau que nous avions l'année dernière, pour être franc. Sur l'aspect technique, il y a énormément de choses. Il y a trop de déchets techniques. Il y a trop d'indiscipline sur le plan technique, sur le plan tactique individuel, tactique collective. Mais je pense qu'aujourd'hui, on s'est quand même amélioré dans le mouvement de la balle, dans la cohésion, dans les shoots, dans le jeu à l'intérieur. À certains niveaux, franchement, on pêche. Si nous voulons vraiment aller loin, il va falloir renforcer encore l'équipe pour espérer atteindre le niveau qu'on avait atteint l'année dernière.
Le niveau de la compétition? Le niveau de la compétition, je pense est trop relevé d'année en année, pratiquement. Cette année est encore beaucoup plus dure que l'année dernière, parce que personne ne pensait au Nigeria dominer pratiquement toute la conférence en début de saison. Mais c'est comme ça, la réalité c'est sur le terrain. Toutes les équipes se sont battues jusqu'à avoir ce qu'ils ont tous mérité. Mamadou Gueye Pabi, on termine sur ce journal des sports par la lutte traditionnelle, la 24e édition du drapeau du chef de l'État. La région de Dakar qui remporte la finale de la compétition par équipe. C'était au stade Caroline Faye de Mbour, une finale difficile selon le directeur technique Boy Kairé qui dénonce un manque de soutien total des autorités de Dakar. Il est au micro de notre correspondante à Mbour, Ndeye Matidian. Tout l'encadrement technique a été satisfait. On a fait un gros boulot, un boulot colossal pour que vraiment nous en sortions premiers. C'était pas facile parce qu'on savait tous que les gens nous attendent. Parce que gagner le drapeau Sénégal 2 fois pour une 3e fois, ce sera trop difficile. Mais avec l'encadrement technique de qualité qu'on a, monsieur comme Amadou Kati Diop, tout le monde le connaît, et Boy Kairé, derrière des gosses, vraiment sérieux, discipliné, vraiment, qui nous écoute. Dakar, personne, je dis personne, je pèse bien mes mots, à part pas Maël Diop, mais personne nous a soutenu. Même à venir à Mbour, c'est moi qui a amené 2 de nos lutteurs. Les autres, ils ont pris les gagnants et Karak pour venir à Mbour. On a eu d'énormes problèmes, mais on est des papas, on les a conseillés comme ça. C'est ça qui vous force pour être champion, c'est ça qui vous force pour gagner cette trophée. Parce que si vous dites qu'on ne se bat soutenir, que vous allez mettre les mains croisées, ce sera une défaite pour nous. Mais on a montré les autorités de Dakar comme quoi, ça, on a gagné. Je ne remercie pas Maël Diop. Et c'est cet élément de Boy Kairé qui met fin à cette page des sports à Babacar Fall. Merci Soda Thiam, RFM. Il est 12h31, la revue de presse. RFM, presse du jour. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. La revue de presse préparée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Dans le journal Enquête, on apprend que le ministre de l'Agriculture va recevoir les acteurs pour la mise en place et la cession des intrants agricoles. Justement, Mabouba Diagne fixe les missions et la composition des commissions nationales, régionales, départementales et locales. Le journal pointe ce qui va se faire au niveau régional, les tâches dévolues au niveau inférieur aussi. La crise du foncier et la gestion de la terre. Le calife de Bambilor alerte dans Vox Populi. Selon lui, la situation est alarmante. À cause de cette boulimie foncière, des familles sont déchirées, des communautés divisées et le tissu social fragilisé. Thierno Amadouba invite les autorités et les hommes d'affaires à penser aux populations démunies. Il est temps, dit-il, d'agir sans tomber dans la vengeance et la chasse aux sorcières. Dans le même journal, le professeur Hamsatou Sow Sidibé demande de faire attention, y aller avec tact, avec intelligence. En matière foncière, il ne faut légiférer qu'en tremblant, selon elle. La bataille pour l'évaluation des accords de pêche, la CAPS, coalition des acteurs de la pêche du Sénégal, porte le combat. Les acteurs veulent savoir ce qui se cache derrière l'octroi de certaines licences de pêche. Les collectivités territoriales et cette grève qui continue et les responsables qui promettent de croiser le fer avec le ministre de tutelle Moussa Bala Fofana. Vous le savez, ce dernier est monté au créneau pour avertir ces derniers jours et rappelle au chef d'exécutif leur responsabilité d'assurer la continuité du service public. Et bien, ce matin, dans Direct News, l'intersyndicale reconduit sa grève pour une semaine. Pas question de reculer. Elle réclame, vous le savez, entre autres, une augmentation générale de salaire. Les rapports de la Cour des comptes, les audits donc, les malversations dans la presse d'aujourd'hui sur sa pointe des problèmes. Dans la gestion du ministère de la Pêche de l'époque, le ministre Ali Ndoye a marché sur un temps direct de plus de 6 milliards de francs CFA. Les enquêteurs ont demandé donc l'ouverture d'une enquête. Le journal Libération a fait focus sur des soupçons de surfacturation autour du marché relatif au dragage et au balisage de la brèche de Saint-Louis. Un gonflement de plus de 2 milliards de francs CFA constaté, des prix excessifs, une augmentation anormale de l'offre initiale. La Cour aussi a constaté que sans le moindre avenant, le montant payé pour solde de tout compte s'élève à plus de 7 milliards de francs CFA. Dans Bosby le jour, le chef de la division de la pêche artisanale prie lui aussi pour absence injustifiée et rémunération sans cause hors du territoire. Pendant 2 ans, il continue à percevoir son salaire. La Cour des comptes interpelle la direction de la solde. Le carnage foncier sans fin dans la commune de Sindia.
Le journal note que 556 hectares ont été soutirés de la forêt classée de Bandia sous prétexte du projet de logements sociaux de l'État du Sénégal, puis morcelés et mis en vente. On termine par du sport à la une du journal Sud Quotidien. Basketball Africa League Conférence Sahara. L'AS Douane qui termine en roue libre hier et valide son billet pour la finale 8. Le confrère note que l'AS Douane a bouclé la conférence Sahara, l'étape dakaroise en tout cas, par un carton face à Club Rwandais APR 79-54. Cet ultime duel de la compétition s'est joué hier à Dakar Arena en présence des présidents Bassirou Diomaye et Paul Kagame, président du Rwanda. Avec une performance, les Gablous qui assurent la deuxième place et le ticket qualificatif pour la finale 8 prévue 24 mai au 1er juin à Kigali, c'est au Rwanda. Bonne étoile. L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Midi 35, le débat du jour porte sur la circulation, la mobilité à Dakar, le BRT, la mise en service progressive, c'est à partir de mercredi, après-demain, 15 mai. Pourquoi tant de problèmes pour circuler à Dakar malgré tous ces transports diversifiés, BRT, TER, la construction d'autoponts comme sur la VDN ou ailleurs, Cambérène, le technopole de Pikine. Et pourquoi toujours des bouchons? Pour en parler, nous avons en ligne Modou Kandiao, expert en transport, ancien directeur adjoint des transports routiers. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ibrahim Olongo. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour Kandiao. Vous êtes expert en transport, vous aussi. Alors Modou Kandiao, pourquoi toujours des bouchons à Dakar malgré toutes les politiques de transport initiées, déroulées depuis plusieurs années? Merci Babacar. Je sais que donc il y a des problèmes de mobilité à Dakar, c'est vrai, malgré l'ensemble des politiques qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent. Parce qu'il faut voir qu'effectivement, Dakar, du point de vue configuration, est une presqu'île. Il faut également constater que 2/3 des emplois se trouvent au centre-ville. Donc on était avec une ville monopolaire où l'ensemble des déplacements étaient pendulaires. Les gens quittaient la banlieue pour aller en ville. Vous savez que déjà, c'est presque 0,03% donc de l'espace au niveau du centre plateau. Ce qui fait que tous les déplacements convergeaient vers Dakar. Et ça pose des problèmes de déplacement. Parce que les gens quittent chez eux pour aller vers les lieux de travail. Maintenant, l'État du Sénégal, c'est vrai, à travers donc le CETUD, avec des aides de politique sectorielle, développer une stratégie pour promouvoir les transports de masse. Parce qu'il faut comprendre que tout le monde converge vers Dakar. Les véhicules particuliers, les Niaganyaï, les Carapi, les trains. Et ça, il fallait revoir un peu cette configuration en promouvant les transports de masse comme le BRT qui pourront traîner l'ensemble des passagers vers le centre-ville et réorganiser les déplacements vers Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que le BRT il va changer vraiment quelque chose? Fondamentalement, parce que les études ont montré que le BRT va drainer au moins plus de 300 000 passagers par jour. Il faut reconfigurer maintenant les déplacements à travers des feeders. Donc les autres mondes vont rabattre sur ce BRT-là. Donc c'est pas seulement que le BRT, il faut une politique de transfert modal. Et là, je pense que le CETUD est en train de travailler là-dessus pour restructurer l'ensemble des déplacements. Maintenant, on peut voir l'impact sur la circulation, sur la sécurité, sur la pollution, parce qu'il faut aussi comprendre que Dakar, le cadre de vie pose énormément de problèmes parce que les véhicules polluent beaucoup. Et donc, le cadre de vie est très important. C'est cette approche-là que le CETUD a pour organiser... C'est pour ça que le BRT, il marche à l'électrique. De ce point de vue, c'est réglé. Justement, maintenant, il faut organiser les autres modes. Ouais. Alors, on va demander à Ibrahim Ndongo s'il partage votre analyse. Oui, M. Fall, bonjour. Bonjour les auditeurs de RFM et Kandiao. Je dois dire simplement, suite à ce qu'il vient de dire M. Kandiao, qu'effectivement, il faut actionner des leviers qui sont, par exemple, sur la capacité d'emport des véhicules, mais aussi il faut travailler sur les infrastructures. Bon, ce qui est sûr, c'est que Dakar, aujourd'hui, compte plus de la moitié du parc automobile sénégalais. Dakar étouffe. Mais ce qu'il y a à dire, c'est que, à la fois, le BRT, 300 000 par jour,
le TR de 150 000 par jour, Dakar Dem Dikk 150 000 par jour, ça fait presque la moitié de la capacité de AFTU. Donc, AFTU transporte plus de 1 300 000 personnes par jour. Et ce n'est pas du tout parce qu'il y aura le BRT que le TR que nous aurons réglé le problème. Même le tour de l'avenir, vous avez vu, des bouchons sur 7 km. 7 km. Donc, nous avons un problème aussi au niveau des infrastructures. À Dakar, vous ne voyez pas, vous voyez l'insécurité qu'il y a avec la mixité de la route, la chaussée, entre les véhicules, les piétons et les deux roues. Mais ce matin, j'ai vu au moins 2 accidents de 2 roues. Hein? Donc, c'est ça qui est le problème fondamental. Il faut que nous ayons aussi des infrastructures vraiment dédiées. C'est-à-dire que des couloirs et des pistes cyclables, que aujourd'hui le BRT, le TR, n'impactent pas les habitants de Ouakam, de Yoff, par exemple. Donc, il faut une politique, revoir de gouvernance routière du Sénégal. C'est ça la vérité, à mon avis. Ouais. Alors, Modou Kandiaou, il a peut-être raison, Ibrahim Ndongo. Il en faudra plus pour décongestionner les routes et rues de la capitale. Oui, forcément, M. Fall. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal est en train de travailler sur d'autres pôles, comme Diamniadio. Donc, il faut avoir une ville multipolaire. Ça, c'est très important pour décongestionner la ville. Parce qu'il faut exurbaniser aussi certaines activités vers la banlieue, parce que tout le monde converge vers Dakar. On a vu également la densification des bâtiments avec des immeubles qui sortent au niveau du plateau. Ça aussi pose énormément de problèmes de demande. Il faut revoir un peu l'urbanisation au niveau des centres-villes. Ça, c'est aussi important. Mais il faut aussi une politique de transfert modal. Parce qu'aujourd'hui, les automobilistes ne sentent que le carburant, alors qu'ils ont un coût généralisé beaucoup plus important, avec des distances de déplacement assez longues. L'État est en train de travailler sur aussi la mixité des fonctions pour réduire les distances de déplacement. Ça, c'est important. Donc, il faut jouer sur plusieurs leviers. Il faut améliorer le système en mettant des sites propres pour que les gens puissent maîtriser le temps de déplacement, la sécurité, l'environnement, parce que les transports de surface sont saturés. Le TR est presque une infrastructure inachevée parce qu'il n'y a pas de système de rabattement. Quand les passagers descendent des gares, ils trouvent difficilement un moyen de transport pour arriver à leur destination finale. Oui, ça c'est un problème, parce qu'en fait, il faut un plan de circulation et il faut un plan de transport pour intégrer les modes, que ce soit le BRT et le TER doit être intégré physiquement et de façon tarifaire. Il faut également travailler à aménager des gares de dissuasion, des parkings de dissuasion pour permettre aux automobilistes de laisser leur voiture dans ces parkings et de prendre les transports publics. Ça faciliterait les déplacements. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Encore que les parkings construits sur les gares du TR, c'est de petits parkings qui ne peuvent pas contenir beaucoup de véhicules, malheureusement. Vous avez parfaitement raison. Ouais. Donc je pense que le CETUD vient d'élaborer un programme de mobilité urbaine. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'actes sur lesquels il faut travailler. Merci Modou Kandiaou. Merci. Ibrahim Ndongo, on termine avec vous. On comprend finalement que pour régler le problème, il faut une approche multidisciplinaire. J'évoquais dans le journal tout à l'heure la construction d'autoponts sur la VDN pour régler le problème sur la voie de dégagement nord. Plusieurs autoponts et le VDN reste ce qu'il est, toujours bouchon, le soir surtout. Effectivement, c'est que même aujourd'hui, le problème qui se pose fondamentalement, en dehors du BRT et du TR qui roulent sur site propre, Dakar Dem Dikk par exemple et les autres moyens de transport en commun souffrent de la faiblesse de leur vitesse commerciale. C'est ça le problème. Ici, ajoute que, donc, si aujourd'hui, il faut agir sur l'intermodalité. L'intermodalité, c'est-à-dire que route et multimodalité entre rail-route. C'est ça les leviers aussi qu'il faut explorer. Mais si aujourd'hui, on n'a pas de statistiques fiables sur la nature et les nombres de déplacements effectués en dehors il y a une étude qui est publiée il y a longtemps par le CETUD, qui était très pertinente, cette étude-là qui était très pertinente, il n'y a pas de statistiques. Il faut savoir pour décider.
Et c'est ça qui est très important. Je crois il y a beaucoup de choses, possibilités, covoiturage, tout ça. Culturellement, ça ne passe pas. L'importation de véhicules d'occasion au Sénégal, faut-il encore changer la réglementation ou toujours laisser les véhicules âgés de moins 8 ans, les laisser rentrer tous dans le pays? Non, aujourd'hui, ça dit que il faut évaluer cette politique de limitation d'âge d'entrée des véhicules. Il faut évaluer. Qu'est-ce que ça a apporté? Parce que entre renforcement de parking et parc automobile et renforcement de parc et renouvellement de parc, il y a un fossé. Hein? Ce n'est pas que parce qu'on fait venir les véhicules il faut aussi parfois réformer les véhicules. Il faut réformer, il faut retirer des véhicules de la circulation. Aujourd'hui, il y a les Ndiaga qui continuent de circuler, les carapaces qui continuent de circuler, alors que leur capacité d'emport ne permet pas de faire du business vraiment. Ils font du saucissonnage pour s'en sortir, du surnombre de passagers pour s'en sortir. Et ça, ce n'est pas légal, ce n'est pas normal. Il n'y a aucune sécurité, il n'y a pas de régularité, il n'y a pas de confort et l'environnement en souffre. Merci Ibrahim Ndongo, merci Modoukan Diaw. On vous retrouve tous les deux à 13h30 pour la version Wolof de ce débat. Merci à Abdoulaye et Maïssa à la régie, Aliou à la production, à Awambaï, Mama Stokan et Lajndio Goudien à la rédaction. Restez avec nous, 12h40.